Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Cette semaine, c'est moi-même, Anthony de Lorraine, à l'animation. Cette semaine, on va parler des États-Unis, la sélection là, des moins de 23 ans qui n'a pas pu se qualifier pour les Olympiques. Par la suite, on vous parlera des nouveaux entraîneurs en MLS pour finir avec nos maillots préférés pour la saison 2021 à venir. Donc, pour parler de tous ces sujets, dans cet épisode chargé, je suis rejoint par Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Salut Anthony, ça va très très bien. Très content d'être de retour sur le podcast. Parfait. Donc, malheureusement, on n'avait pas pu jusqu'à maintenant avoir ton avis sur la sélection américaine. On sait que tu la suis beaucoup. Et là, les moins de 23 ans ont été tenus en échec par le Honduras. On en avait parlé la semaine passée avec Mathieu. Mais c'est ça, vraiment, malheureusement, les États-Unis n'ont pas pu se qualifier. Jesus Ferreira n'a pas pu faire la différence. David Ochoa a fait quelques erreurs dans les buts et ça l'a mené à une défaite de 2-1 des États-Unis. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'impact de cette non-qualification pour les Olympiques, pour les Américains, là, qui est assez dur pour la MLS. Hein? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est un peu dommage parce que c'est l'équipe des U23 qui était présente, c'était un peu une équipe B des États-Unis, puisque la plupart des cadres de l'équipe première sont des joueurs U23. La plupart, hein, on peut penser à Pulisic, McKennie, Adams. Enfin voilà, il y en a quand même une tripotée qui aurait pu jouer avec la sélection U23, qui n'ont pas fait. Parce qu'ils étaient en même temps soit en Europe, donc ils sont pas obligés d'être laissés libres pour les U23, soit ils jouaient avec l'équipe première qui jouait en même temps contre la Jamaïque et l'Irlande du Nord, en gagnant 2 fois d'ailleurs. Mais le problème, c'est que tous ces joueurs étaient des joueurs de MLS, ceux qui ont raté la qualification. Et c'est dommage parce que non seulement ça donne pas une belle vitrine pour la MLS, parce que la plupart étaient quand même des titulaires en club en MLS. On pense à les Jackson Hughes par exemple, ou parler de Ferreira notamment, Jonathan Lewis, voilà. Mais on a aussi, et c'est dommage, cette génération finalement qui était là et qui pouvait se montrer lors des matchs U23 pour essayer de rejoindre l'équipe première. Là, elle aura une épreuve de moins pour le faire. Ce qui est aussi assez dommage pour eux. Et oui, c'est vraiment bête parce que ça fait quand même 3 ans, enfin 3 fois qu'on ne se qualifie pas pour les JO. Derrière, le Honduras, c'était une équipe qui était quand même bien faite de joueurs du SL ou de réserve de MLS, enfin de joueurs de Coupe de 23 de MLS, mais pas forcément titulaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour cette équipe si elle n'est pas capable de battre un club USL alors que ce sont tous des joueurs qui sont pour la plupart cadres en MLS, c'est quand même assez affligeant. À voir si c'est la faute de Jason Kreis, l'entraîneur, qui est vrai, n'est pas connu en MLS depuis. Il avait eu quelques bons passages avec RSL, mais depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. À voir si c'est lui le problème ou s'il faut remplacer le coach U23 ou si c'est juste que ces joueurs manquaient de vrais cadres. Il y a aussi des choix qui ont été bizarres. Il n'y avait pas, par exemple, il a décidé de ne pas prendre Jamie Bobsey ou Williamson ou des Kellen Clark, des joueurs plus jeunes aussi. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas forcément été les bons. Mais voilà, il y avait franchement du potentiel avec cette équipe de joueurs de MLS et c'est assez dommage. Oui, exact. Il y a plusieurs choix de la part de Jalen Christ qui ont été assez tranchants. Tu parlais de Jérémy Bobissé, mais moi, je pense également à Eric Williamson, qui aurait sûrement aidé au milieu de terrain de cette sélection américaine-là. Mais c'est sûr que oui, Bobissé, avec 9 buts la saison passée en plein COVID, c'est sûr que ça aurait pu aider la sélection. Et quand on regarde la- la- l'équipe senior, il y avait également quand même beaucoup de qualité ayant moins de 23 ans. Là. Mais je pense que c'est ça. L'équipe senior a quand même été privilégiée durant cette pause internationale. Mais imagine si Christian Pulisic aurait été présent, Josh Sargent, Chris Richard, Daryl Dike, Brendan Aronson, ça aurait été, ça aurait été merveilleux, hein, n'est-ce pas, Antoine? Ça a été une équipe vraiment différente, c'est clair. Après, en fait, c'est là où je me demande est-ce que c'est pas les mêmes rater ces Jeux Olympiques, c'est pas la même chose que rater ceux d'il y a 4 ans ou ceux d'il y a 8 ans, parce que c'est des contextes différents dans le sens où on sait qu'on a des bons joueurs en tout cas les 23. Il n'y a pas forcément besoin d'être qualifié pour le savoir, alors que les dernières fois qu'on a raté les qualifications aux Jeux Olympiques,
Là, il y avait un vrai problème parce que le groupe juste était pas très bon ou était trop jeune. Il y avait, bon, enfin, j'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast, mais entre la génération des Dempsey, des Donovan et celle aujourd'hui de Pulisic, McKennie, etc., il y a vraiment une lost generation qui est apparue avec très peu de joueurs finalement qui ont 27, 28, 29 ans dans le groupe aujourd'hui. Il y en a, hein, on peut penser à Altidore par exemple, qui est un peu de cette génération, mais il y en a très peu. Et là, cette fois, c'est pas le même contexte. C'est plus un problème de tactique, j'imagine, ou de motivation. Après, rater les Jeux Olympiques, bon, je dis ça après coup, j'aurais kiffé qu'ils y soient, mais ça fait pas énormément de mal sportivement. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, les 4 demi-finalistes, il n'y en avait aucun qui était au JO juste avant, que ce soit la France, la Croatie, l'Angleterre ou je sais plus qui étaient les derniers demi-finalistes. Mais en tout cas, les 4 Européens, là, aucun n'était aux Jeux Olympiques. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est vraiment agaçant. Et puis aussi, d'un côté fan, parce que il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui regardent un petit peu le foot de temps en temps, surtout la sélection ou la sélection féminine notamment. Et les JO, il y a un vrai engouement aux États-Unis pour les Jeux Olympiques. Et ça permettrait de réconcilier un petit peu le public américain avec son équipe masculine. Parce que depuis la non-qualification de la Coupe du Monde 2018, c'est très très dur. Il y a peu de fans dans les stades, les audiences télé sont vraiment pas dingues. Et là, les Jeux Olympiques, ça a été un bon espoir pour faire valoir un petit peu cette jeunesse américaine. Et malheureusement, ça s'est raté. Heureusement, il y a la sélection féminine qui pourrait un petit peu relever ça, mais au niveau masculin, c'est raté. Oui, c'est raté. Puis j'aimerais ça qu'on essaie de regarder pourquoi ça a été raté. Moi, j'ai ma petite idée. Juste quand je regarde le milieu de terrain, Yule, Perea, Dotson, si ça ne marche pas, il n'y a pas beaucoup de renforts sur le banc. Le seul créateur au milieu, c'était Mihailovic. Et on s'est rendu compte que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué à cette position. C'est pourquoi il a été changé sur les ailes au fur et à mesure de la compétition. Mais je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais je trouvais que le milieu de terrain était assez faible. Et si ça ne marchait pas, il n'y avait pas beaucoup de solutions sur le banc à part Gianni Cardozo. C'est ça, hein, bah, on parlait déjà des problèmes de sélection, de certains joueurs qui n'y étaient pas et qui auraient dû l'être, mais c'est sûr que ouais, en fait, bah, comme les meilleurs joueurs de toute façon U23 sont en équipe première, forcément, après, tu as l'équipe B qui joue en MLS, puis l'équipe C, ils n'ont pas beaucoup, quoi. Les choix sont assez maigres. Donc, tu as raison, après, il y a de la malchance, hein, on l'a dit, Ochoa, le gardien, fait un match de dingue contre le Mexique, et puis là, Honduras, il fait une boulette incompréhensible. Mais le Honduras l'a mérité, hein, ses qualifications, donc il y a rien à dire de ce côté-là. Et ils ont fait un très bon match enfin, voilà, et la qualification du Honduras est méritée à vos dépens des États-Unis. Oui, exact. Et puis là, maintenant, il nous reste à savoir quoi faire pour la suite. Toi, tu ferais quoi pour la suite pour redorer le blason de l'équipe des moins de 23? C'est compliqué parce que, imaginons, on avait pris des joueurs d'équipe première pour les faire jouer avec les U23, notamment les Pulisic, etc. Déjà, on n'est pas sûr que les clubs les libèrent parce qu'ils ne sont pas obligés, contrairement à l'équipe première. Et deuxièmement, moi, je préfère que l'équipe première, elle fonctionne mieux parce que l'équipe U23, au final, bon, bah, il y en a qui ne sont pas internationaux plus tard. Ben, on l'a vu en équipe première, par exemple. Il y a une stat qui est assez marrante. Les 3 grands de l'équipe première, entre guillemets, grands, McKennie, Pulisic et Adams, ils ont joué ensemble au total de 60 minutes, il me semble, ou 90, un truc comme ça, depuis qu'ils ont commencé à jouer en sélection. Donc déjà que l'équipe première a du mal à tout aligner parce qu'il y a le Covid, il y a les joueurs MLS qui sont pas là, ou alors les joueurs européens qui sont pas là, il y a beaucoup de blessures. Donc déjà qu'ils ont du mal à aligner tous leurs talents en même temps, si en plus tu dois les diviser pour qu'il y en ait qui jouent avec les U23, c'est une très très mauvaise préparation pour Berhalter pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Donc, je veux dire, je ne suis pas complètement obsédé par cette équipe U23. C'est dommage qu'elle ne soit pas qualifiée, mais ce qui est cool, c'est que tous ces jeunes joueurs en MLS, ils jouent en MLS, ils jouent vraiment. Ils ne sont pas des joueurs de banc ou des mecs qui sont encore en formation. Non, ils sont vraiment des cadres pour la plupart dans leur club. Donc, je ne sais pas trop quelle est le processus qui va en découler. J'espère vraiment que Jason Krause va laisser sa place, ça c'est tout, parce qu'il a des problèmes en tant qu'entraîneur, c'est vraiment pas bien. Et il y a plein de coachs de MLS qui n'ont pas de banc en ce moment, donc ça serait cool d'en prendre un autre. Mais voilà, je ne suis pas complètement obsédé par cette non-qualification, c'est très dommage, mais ce n'est pas la fin du monde et les espoirs sont vraiment sur l'équipe première maintenant. Oui, exactement. Puis je pense que même sur cette sélection, il n'y avait pas trop de pression parce que je l'ai su, moi, à la fin du tournoi, que ça faisait trois tournois olympiques que les États-Unis ne se qualifiaient pas. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de pression sur cette équipe-là, que
oui, les gens sont déçus, mais ils se disent, ah, au moins les seniors, ça va un peu mieux. Il y a eu une victoire de 4-1 face à la République d'Irlande, Irlande du Nord, si je ne me trompe pas. Mais oui, c'est sûr que Jason Christ, selon moi, c'est un peu ça doit être lui la raison de l'échec pour moi parce que honnêtement, ses dernières expériences en tant qu'entraîneur, c'était vraiment pas fameux. Je me rappelle de lui à Orlando. Ouais. Non, c'était pas fameux. Après, et sa dernière expérience, ben, je pense que même en ce moment, il est assistant avec l'Inter Miami. Ouais. Donc, de un, Il y a de la réserve. ouais, c'est ça, exact. Pour je pense qu'il est assistant pour Inter Miami, puis il s'occupe aussi de la réserve. Si je ne me trompe pas non plus, il y a des responsabilités au sein de l'académie, des choses comme ça. Donc, honnêtement, il y a quand même beaucoup de projets en ce moment. Et je pense que c'est pas le meilleur pour les moins de 23. Je pense qu'il y a des meilleurs entraîneurs. Comme tu l'as dit, qui ont pas d'emploi en ce moment, qui sont meilleurs que les jeunes. Toi, si tu avais une personne à choisir pour le remplacer, là, ça serait qui? Franchement, dit comme ça, je sais pas, parce qu'il faut que ça soit un mec libre. Probablement un mec américain, parce qu'il faut s'inscrire dans le long terme. Et souvent, les coachs étrangers ne restent pas autant. Mais là, les coachs libres américains, oui, il n'y en a plus énormément. Bon, tu as les Dom Kinnear, par exemple, mais c'est pas forcément hyper sexy. Non, j'allais peut-être chercher un assistant d'un coach. On pense, les assistants de Seattle sont souvent dans les rumeurs, notamment, ou de Columbus ou de DC. Il y en a beaucoup qui sont dans des rumeurs pour reprendre des postes à chaque fois. Donc ça peut être pas trop mal, ça, je pense, un petit Ezra Livingston, un Preti. En fait, ce genre de poste, après, peut les faire rebondir pour prendre un poste en MLS. On l'a vu avec Tab Ramos, l'entraîneur des U20 américain, qui, après la Coupe du Monde U20, a réussi à trouver un poste ensuite à Houston. Donc, à mon avis, ce serait une bonne technique de leur part d'aller chercher un assistant MLS ou un ancien coach qui souhaite un peu rebondir. Oui, exact. Moi, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait être intéressant. Il a été entraîneur en MLS quelque temps. Maintenant, il est rendu assistant. Il est assistant pour le Real Salt Lake. C'est Pablo Mastroeni. Je pense qu'un ancien de la sélection, une légende de la MLS, me semble que ça pourrait être intéressant sur le banc de l'équipe nationale. Ouais, non, Euh, c'est une très bonne idée. Ouais, ouais. Ouais, en fait, un ancien joueur qui veut débuter sa carrière d'entraîneur, ça peut être pas mal. Je me souviens en France, ils avaient fait ça, je crois, pendant pas mal de temps. J'ai pas une dire de bêtises, mais je crois que oui, Sagnol était entraîneur des U23 pendant un certain temps. Non, c'est un bon moyen de lancer sa carrière comme ça, ou un néo-retraité. Enfin, j'ai vu que, comment il s'appelait, Demarcus Beasley, il cherchait un poste aussi d'assistant quelque part. Donc voilà, un mec comme ça qui a du pédigré et qui peut impressionner les jeunes parce qu'il a une vraie carrière, ça peut être très cool. exact. Ben, envoyez vos CV. On va voir si on, Il n'est pas encore viré avec Race, parce qu'on en parle, mais il est toujours en boss. Ah, on croise les doigts. On l'a toujours aimé chez Culture Soccer, Jason Christ. Ouais, non, mais c'était un super. Il faut juste se dire, il a super bien commencé sa carrière d'entraîneur. Quand il était avec Ouais, Salt Lake City au tout début, vraiment, c'était génial. Mais peut-être que maintenant, ouais, il se concentrera plus, à mon avis, dans le futur, dans un rôle de directeur technique. Peut-être à Salt Lake ou dans d'autres, ou Miami, là, s'il supervise un peu les académies, ça va être un peu son rôle. Donc, je pense qu'on le verra dans le futur plus en DT qu'en entraîneur. exactement. Je pense il a mis la barre trop haute lors de sa première expérience. Donc là, on est juste déçus. Ah, exactement. Parfait. Ben, en parlant d'entraîneur, on a une belle transition. On parlait de l'équipe olympique. Je pense que là, le constat est clair. C'est un résultat de malchance, peut-être de mauvais choix. Mais ça fait qu'au final, on n'est pas trop déçus et on met tous nos œufs dans le même panier. On est dans les temps de Pâques, hein, donc les œufs, c'est d'actualité, mais ça, les États-Unis mettent tous leurs œufs dans le même panier pour l'équipe senior en espérant se qualifier, contrairement en 2018, là, pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais c'est ça, on parlait d'entraîneurs. Maintenant, on va parler des nouveaux entraîneurs à MLS. Savoir c'est qui a de la pression, peut-être qui en a un peu moins. Selon toi, Antoine, dans les nouveaux coachs en MLS, parmi Wilfred Nancy, Hernan Lozada, Phil Neville, Chris Armas, Greg Vanney et Gabriel Enze, c'est lequel pour toi qui a le plus de pression? Euh, je pense que celui qui aura le moins de temps de construire quelque chose, parce que ouais, c'est ça la pression. Je pense qu'il y en a qui peuvent rater une demi-saison entière sans être inquiété par un licenciement. Par exemple, Greg Vanny, je pense qu'il est très tranquille de ce côté-là au Galaxy.
Par contre, je pense que Chris Armas va avoir énormément de pression et très très vite. Chris Armas à Toronto, c'est un petit peu une surprise parce qu'il y avait des rumeurs qui lançaient notamment Patrick Vieira ou d'autres entraîneurs un peu plus de renom. Et Chris Armas, il arrive dans une équipe qui est assez vieillissante avec les Michael Bradley, Josie Altidore, qui sont des joueurs souvent blessés. Il arrive dans une équipe qui marchait très bien sous Greg Vanney et à ma grande surprise, même s'ils étaient un peu trop Pozuelo dépendants, il marchait mieux chaque année ce que je pensais parce que je l'ai trouvé assez limité finalement en fait sur le banc, etc. Et donc là, il va avoir une obligation de résultat direct alors qu'il sort de sa seule expérience d'entraîneur pro qui était au Red Bulls de New York qui marchait pas bien du tout. C'est un joueur c'est un entraîneur dont son style est énormément de mettre de la pression, pression constante, constante, constante. Et je sais pas si ça va marcher à Toronto. Je sais pas si c'est le style de Toronto, s'ils ont les jambes pour faire ça. Je suis pas sûr. Et pour le coup, Toronto, c'est un des plus gros clubs de MLS. Et donc, à mon avis, tu n'auras pas le temps, vu que c'est un club qui est habitué au succès. Si tu rates tes 10 premiers matchs, à mon avis, tu sautes très vite. Surtout qu'il n'a pas le pédigré pour dire, ah, mais attendez, il s'acclimate juste. Non, sa première expérience n'était pas excellente. C'était pas un désastre, mais c'était pas excellent. Donc, à Toronto, il va y avoir une obligation de résultat tout de suite, je pense. Oui, et en plus que le club semble désormais être axé plus vers leurs jeunes, il n'y a pas eu de gros renforts. On a vu Ali Curtis parler à plusieurs reprises que les nouveaux renforts cette saison pour le TFC, c'était vraiment les jeunes joueurs. Je pense à un Jaden Nelson, Liam Miller, des joueurs comme ça qui vont vraiment avoir plus d'importance. Mais si jamais ça rate, je pense que celui qui va écoper, c'est Chris Armas. Et c'est même pas lui, au final, peut-être qu'il a décidé de peut-être que lui, il s'attendait à avoir des gros renforts et au final, il n'y aura pas grand-chose. Donc, je pense qu'il va y avoir, c'est ça, une certaine pression de résultats, mais sans pour autant avoir des renforts de qualité, contrairement à d'autres clubs de MLS. Là. Donc, ça risque d'être très intéressant du côté de Chris Armas. Sinon, moi, je pense que un qui risque d'avoir de la pression également, c'est Gabriel Henze avec Atlanta. Je pense qu'Atlanta a soif de victoire, a soif de succès. Et avec NZ, je pense qu'ils veulent reproduire l'expérience Tata Martino et ça va être la première expérience de Gabriel NZ en dehors de l'Argentine, si je ne me trompe pas. Donc, t'en penses quoi de NZ à Atlanta? Ça risque d'être chaud aussi, non? Non, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas de meilleur choix pour Atlanta. Franchement, c'est génial. Je trouve ça très cool qu'ils aient réussi à le prendre et qu'ils ne soient pas partis en Europe. Gabriel Heinze, franchement, c'est un mec, bah déjà, il est cool. Sur le banc, tu le vois, gueuler et tout. Enfin, il a un charisme assez dingue. Il a une grosse carrière de joueur, donc il peut pas, enfin, à mon avis, voilà, dans le vestiaire, il se fait respecter. Troisièmement, il est sud-américain. En plus, il a la patte, il a un peu l'enseignement à la Bielsa, qu'avait aussi Tata Martino. Donc, il sort un peu du même moule. Il semble parfait pour cette équipe qui a besoin, mais qui a un gros effectif, mais qui a vraiment besoin d'un nouvel entraîneur après 2 ans catastrophiques avec Frank de Boer. Euh, donc, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Enze, en plus, en Argentine, toute sa carrière s'est quand même plutôt bien passée. Moi, je me souviens, j'étais en Argentine quand il était entraîneur de Vélez et j'ai pu aller voir un match en conférence de presse et tout avec lui. Et ouais, tu vois qu'il dégage un truc alors qu'il est assez jeune et qui était nouveau dans le métier en plus à l'époque. Donc, je pense qu'Atlanta, c'est le mariage parfait, vraiment parfait. Et il y a un groupe qui est là en plus, qui est assez solide, mais qui n'est pas non plus au top de sa forme parce que 2 saisons ratées complètement sous Frank de Boer. Donc, s'il met 6 mois pour trouver la bonne formule, je pense que ça lui sera pas trop imputé parce qu'il a un CV qui est tellement énorme que pour le virer, faut y aller, tu vois. Alors que Frank de Boer, vraiment, quand il est arrivé à Atlanta, on a regardé son CV, on s'est dit, oula, lui, ça sent pas très bon. Au bout de 6 mois, il y avait déjà des rumeurs qui disaient qu'il allait partir. Finalement, c'est pas fait, mais voilà, il y a eu quand même des gros rumeurs de licenciement assez tôt. Je pense pas qu'avec Enzo, il y aura ça, parce que le mec a tout réussi jusque-là. Donc, même s'il a des débuts compliqués, je pense qu'on lui laissera un peu de temps. Et puis, il faut voir cet été s'il recrute un nouveau joueur désigné, notamment, s'il y a des jeunes qui partent. Je pense à Barco. Voilà, il y a un peu d'espace à ce niveau-là. Donc à voir. Mais non, je suis très excité. En plus, c'est un style de jeu qui est assez cool, celui d'Enzo. Donc voilà, très excité de le voir. Et d'ailleurs, on a écrit sur Enzo à Atlanta, sur Culture Soccer. Donc, vous pouvez voir l'article d'un peu l'analyse tactique de son jeu. Exact. Donc, oui, Gabriel Andy, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que même si ça va pas super bien au début, je pense qu'Atlanta veut vraiment établir un cycle avec lui, donc au moins l'avoir pour 2, 3 saisons, voire plus. Mm. Et donc, je pense vraiment qu'ils vont être patients comme à l'image de Tata Martino.
Première saison, ça a été une très bonne performance, quatrième place dans l'Est. Mais peut-être qu'Atlanta voulait encore plus. On sait que les propriétaires sont assez sévères parfois. Ils veulent le succès. Donc, je pense que Gabriel Hens va quand même avoir le temps d'adaptation. La MLS, c'est vraiment une ligue atypique. En plus, Mais je pense. la Congrès Champions, pardon, j'avais quand même oublié de mentionner ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça va être une très belle saison pour Gabriel Hens. Puis, je pense qu'avec les nouveaux renforts, ça risque d'être très puissant. Et Joseph Martinez, c'est un peu comme une recrue. Et il arrive d'une saison complètement à l'eau à cause des blessures. Donc, il va être vraiment revanchard. Ça risque d'être un des bons joueurs en MLS si son genou tient durant toute la saison. Là, je pense que Joseph Martinez il va jamais avoir été autant motivé en MLS. Ça risque de faire très mal. Sinon, moi, un entraîneur que j'ai vraiment hâte de voir aller, c'est Greg Vanney au LA Galaxy. Je pense que c'est vraiment une belle histoire, un ancien joueur du Galaxy qui revient à la maison. Et je pense quand même que même s'il va avoir du temps, je pense, pour créer son plan de jeu et tout, son plan sportif, je pense quand même que Greg Vanney va avoir beaucoup de pression parce que le LA Galaxy, c'est un club historique qui a de la misère ces derniers temps. À chaque fois, à chaque saison, il recrute de très bons joueurs, mais il y a de la qualité individuelle, mais dans le collectif, ça ne marche jamais. Jamais, jamais depuis plusieurs saisons. Donc, pour Greg Vanney, ça va être un peu ça, on pourrait dire, la pression. Ça va être vraiment de finalement arriver avec un classement qui a de l'allure. La dernière fois que les Galaxy a fini dans un top 3, c'est en 2016. Donc, ça fait déjà 5 saisons. À l'époque, c'était Giovanni Dos Santos qui avait fini meilleur buteur avec 16 buts. Donc, ça fait vraiment longtemps. Donc, je pense vraiment que les Galaxy sont allés chercher Vanney pour justement avoir des bonnes performances comme ça. Et ça fait très longtemps. À chaque saison, la défense, c'est pas ça. Et lorsqu'ils recrutent en attaque, parfois, on a des flops comme Chicharito, donc ça risque. Tu penses que ça va être difficile pour Vanney l'année prochaine? Ouais, non, ça va être. En fait, ça va être intéressant. Je pense qu'il y a une obligation de résultat, mais qu'il aura un peu de temps pour développer son jeu parce qu'il est reconnu en MLS comme étant bon. Et comme tu le dis, enfin, c'est dingue de se dire que le Galaxy il a été mauvais autant de temps. Ça fait vraiment beaucoup de saisons qui sont pas très bons. Ils ont eu des hauts avec la période Zlatan, mais c'était surtout des coups de jeu de Zlatan qui faisaient en sorte qu'il gagnait et c'était pas vraiment un vrai projet de jeu. Euh, il y a plusieurs clés pour Vanny. Je pense que, il faut voir en fait ce que fait Pavon. Est-ce que Pavon reste ou pas? Ça, c'est encore une question dont on n'a pas la réponse, même s'il semble que oui, finalement, mais il y a quand même des grosses rumeurs qui disaient qu'il n'allait pas rester. Ensuite, il faut voir un petit peu les Galaxy, ce qui se passe au niveau de l'académie. Le Galaxy, c'est un club qui est très vieux, 96, qui arrive en même temps que la Ligue, mais qui a jamais vraiment une vraie politique d'académie. Là, ça commence un petit peu. On voit les Araujo ou les Efrain Nevares qui sortent petit à petit. Mais pour un bassin de population de la Californie et un club qui a 25 ans, ça fait des années qu'il devrait sortir des jeunes à l'appel. Vanille l'a petit à petit fait à Toronto et je pense que Galaxy a un peu la même ambition parce que maintenant tous les clubs s'y mettent. C'est plus juste Dallas et Seattle. On voit Seattle commence notamment à sortir des jeunes, Portland pareil. Et le Galaxy sont en pleine Californie. Il y a vraiment un amour du soccer là-bas. C'est incroyable qu'il n'y ait pas autant de jeunes dans cette équipe. Ensuite, c'est marrant parce qu'il a fait venir Victor Vasquez. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir Ouais. ce qui lui reste dans les jambes parce qu'il est plus tout jeune, mais c'est un meneur de jeu qui peut donner quelques bons ballons à Chicharito. Et ouais, ça, la grosse question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Chicharito parce que c'est clairement lui l'élément clé devant qui doit marquer. Je pense qu'avec des mecs comme Vasquez ou Leggett au milieu de terrain, tu as des bons donneurs de ballons. Il suffit juste qu'ils les mettent au fond. Et puis, comme tu as dit, après, la défense, chaque année, la défense est mauvaise. Chaque année, elle est remplacée. Chaque année, je trouve que la nouvelle sur le papier a l'air pas dégueu. Puis chaque année, j'ai tort. À voir cette année ce qui se passe. Mais ouais, non, beaucoup de questions. Mais je pense qu'il aura le temps de développer son jeu et j'ai un peu plus d'espoir que les années précédentes. Ouais, à chaque année, tu te dis, ah, je pense que la défense des Galaxy, ça va bien aller. Et au final, il y a tout le temps un Nick Dupuis, ancien buteur de l'Impact de Montréal, qui arrive en défense centrale. C'est comme, OK, ouais, on Ouais, avance. la défense du Galaxy, c'est un truc de dingue. Et bon, ils veulent toujours pas enfin, bien bosser dessus. Mais là, on va voir un petit peu. En vrai, il y a moyen que ça change cette année. Oui, exact. Et je pense que c'est dur de faire pire parce que dans les 4 dernières saisons du LA Galaxy,
qui ont eu trois des pires classements de leur histoire. Donc, avant 2017, leur pire classement, ça avait été la 6e position. Et après ça, ils ont eu la 11e, la 7e et la 10e place. Donc, c'est dur de faire pire pour Greg Vanney. Et on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il a totalement métamorphosé le TFC. Il a apporté une culture gagnante. Une culture de trophée qu'il n'y avait pas avant au Toronto FC, si on se rappelle bien. C'était l'époque des bas-fonds du classement et Greg Vanney a totalement métamorphosé cette équipe-là. Donc, je pense que ça va être un peu la même chose au LA Galaxy. Je pense que ça va être un très beau projet à surveiller. Donc, non, Greg Vanney, j'ai espoir et je pense que ça va être dur de faire pire qu'avant. Donc, ça devrait aller. Sinon, les autres entraîneurs, il y a Wilfred Nancy, Hernan Losada et Phil Neville. J'ai l'impression que celui qui a le moins de pression dans ces trois-là, c'est Wilfred Nancy. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Antoine, mais au CF Montréal, c'est Thierry Henry est parti, l'adjoint arrive, prend le poste. J'ai l'impression que c'est un entraîneur du club. Il est là depuis très longtemps. Je pense depuis 2011, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai l'impression que la direction va être assez patiente avec lui, là. Ouais, je sais pas trop. En fait, j'aimerais pas être dans cette situation quand même parce que comme il est en assistant, je trouve qu'il y aura zéro pression au moment de le licencier si jamais il y a des mauvais résultats. Et là, je me sens un peu mal pour lui parce que tu auras, pardon, désolé, mon ordinateur fait des bruits bizarres. Mais il y aura aucune pression, je pense, au niveau de licencier. Donc, c'est assez compliqué parce que bon, et Montréal a eu un bon mercato, je trouve. Tout allait quand même plutôt bien sur le papier avec Thierry Henry. Et puis finalement, Thierry Henry se barre, il prend la place. Alors c'est cool pour lui, mais ça va être très compliqué. Et on a l'impression aussi qu'ils ont gardé Wilfried Nancy parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, je veux dire, quelqu'un qui pouvait sortir du lot, qui était libre, quoi. Donc je pense qu'il s'il n'a pas de résultat, malheureusement, il sautera vite. J'espère qu'il restera parce que ça va être un homme aussi totalement sympathique, mais ça va être assez compliqué. Mais il y a un très bon mercato du côté de Montréal. Et en plus, à mon avis, il va suivre un peu les bases de ce qui a été fait avec Thierry Henry. Donc, il y a une certaine continuité qui n'est pas trop mauvaise. Oui, exact. Et c'est ça. Je pense que si le club avait des valeurs à propager, je pense que Wilfred Nancy, il est passé à travers tous les échelons. Donc, c'est sûr qu'il respire le CFMA, il respire l'impact. Donc, je pense que pour avoir un coach impliqué, lui, il va être très impliqué, j'ai l'impression. Et en même temps, il va avoir la soif d'apprendre. Et son staff, c'est quand même fantastique. Il y a Laurent Simon là-dedans et tout. Donc, moi, je lui souhaite que le meilleur. Ça serait vraiment bien qu'il réussisse. Parce que oui, une académie, ça forme des joueurs, mais parfois, ça peut former des entraîneurs. On l'a vu avec Wilfred Nancy, le parcours qu'il a eu. Donc, on lui souhaite vraiment que du succès. Maintenant, il nous reste Hernan Losada ou Phil Neville. Écoute, moi, on dirait, depuis le début de l'Inter Miami, je suis toujours pessimiste. Donc, je suis encore pessimiste pour Phil Neville. Euh, je ne sais pas quelle pression il a en arrivant à l'Inter Miami, mais moi, j'ai déjà l'impression que ça va être un flop. Ouais. Là, je te comprends vraiment, ça a l'air d'être la mauvaise bonne idée. Tu vois, un petit peu comme Frank De Boer il y a 2 ans. Ça inspire pas confiance comme signature. Après, je connais pas trop son parcours avec la sélection féminine anglaise, qui est la seule qu'il a vraiment coachée avant. Mais apparemment, il y a toujours eu ce que je disais, il y a un petit côté avec les sélections féminines anglaises de pistonner, comme s'il était arrivé ici parce que c'est Phil Neville, mais qu'il n'avait pas vraiment d'expérience avant. Mais là, avec Miami, c'est un peu la même chose, hein. C'est Beckham qui met son pote entraîneur. Enfin, c'est clairement ça, quoi. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, il y a eu un journaliste de Miami qui a dit que Enzo Zidane, le fils de Zinedine, était en essai à Miami. Ça aussi, ça fait très Zinedine l'appelle, hey, tu peux mettre mon fils à l'essai, bien sûr, il n'y a pas de problème, on le prend à Miami. Enfin, c'est un peu marrant. Il y a quand même ce côté, apparemment, Beckham est de plus en plus impliqué dans le club. Il a déménagé à Miami. Et Film de Ville, ça doit être son idée. Et ouais, je suis pas hyper confiant. Après, je pense qu'il, comme c'est le pote de Beckham, à mon avis, il aura du temps pour faire ses preuves. Ils ont un mercato aussi très sympa, Miami. Ils sont restés sur leur base de l'année dernière, qui était une très belle équipe sur le papier, mais zéro alchimie. Là, on peut espérer qu'avec une vraie préparation, les Matuidi et Higuaín montent un peu en niveau, que les Lewis Morgan, notamment, restent au même niveau de l'année dernière et continuent à impressionner.
Donc, il y a vraiment tous les éléments, je trouve, pour faire une très bonne équipe à Miami, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il bosse un petit peu son plan tactique. Et en plus, c'est chaud pour lui parce qu'il a ramené quelques joueurs d'Angleterre qui n'inspirent pas confiance non plus. Kieran Gibbs en arrière droit, et je crois qu'il arrive que cet été par contre, mais ça sent un peu le réchauffé aussi Ouais. comme acquisition. Et surtout, Ryan Shawcross, le mec qu'ils ont chopé à Southampton en défense centrale. Il a quand même dit dans une interview qu'il était arrivé à Miami, enfin en arrivant à Miami, il a dit il aurait pris sa retraite si Miami l'avait pas appelé. Donc, enfin, ça donne pas envie, tu vois. Et ça, je pense, c'est les mecs que lui a ramené, Phil Neville a ramené ou David Beckham. Mais il y a, il y a des belles choses quand même dans cet effectif, mais c'est sûr que Neville va devoir en faire quelque chose, quoi. Ouais, c'était des bons joueurs il y a 6 7 ans. Ouais, c'est ça. J'ai- Ah, bon, après, il y a aussi des bons joueurs, je trouve, dans l'effectif, Ouais, hein. oui, bien sûr, Bonne valeur de MLS. je trouve que quand Beckham apporte son pote Phil Neville et après ça, il signe Gibbs et Shawcross, ça fait très FIFA, mais, mais à part ces signatures-là, les autres, ça va. Là, Mm. comme Jovan Jones, je pense que c'est une bonne idée de l'apporter. Kevin Euh, Lerdam aussi. ouais, exact. Je pense qu'il a pris les deux latéraux des Saunders et ça peut qu'être mieux que Ben Sweet et Alvas Powell. Donc, déjà là, il y a du mieux. Non, il y a du mieux, mais bon, c'est pas. Il va y avoir quand même du taf hein, pour Ouais. Fineville, réussir à faire marcher toutes ces pièces ensemble, parce que l'année dernière, c'était vraiment ça, quoi, le problème. C'était 11 individualités, et enfin, Higuaín était son truc de son côté, Matuidi était hors de souffle au bout d'une heure. Enfin, bon, là, il y a une vraie préparation, donc c'est cool, et normalement, il n'aura pas d'excuses, quoi. Ouais, et si on se rappelle, l'Inter Miami, vers la fin de saison, ça allait un peu mieux. Donc, si Phil Neville reprend ce momentum-là et qui fait un plan de jeu qui fait du sens, moi, je pense que l'Inter Miami peut quand même se battre pour les dernières places qualificatives. Mais il va falloir faire très attention parce que la course aux qualifications pour les séries risque d'être assez chaude cette année. Sinon, le dernier entraîneur, c'est Hernan Losada. Je pense que c'est un peu celui qu'on a le moins d'informations sur les nouveaux venus en MLS. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu en tant que joueur, je ne l'ai jamais regardé en tant qu'entraîneur. Il y a Alors, tu ne 38 regardes pas ans. tu regardes pas la deuxième division belge, Anthony? Euh, c'est ça, non, j'écoute pas. Je suis désolé, je peux pas écouter toutes les deuxièmes divisions dans le monde. Mais non, Hernan Losada, je pense que c'est un peu un énigme. Puis ça peut jouer en faveur du DC United parce que le DC United, ça faisait depuis très, très longtemps qu'on connaissait Ben Olsen, on savait qu'est-ce qu'il allait proposer. Donc je pense que le DC United ont vraiment pris euh, et ben oui, dans le fond, le DC United, ils ont vraiment joué la carte de l'inconnu avec Hernan Losada. Donc, je pense qu'aucun club d'MLS sait qu'est-ce que le DC United va faire. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression-là. Là. Non, non, mais tu as raison. C'est un pari intéressant d'aller chercher un Argentin qui marche bien en Belgique. En vrai, ça paraît très MLS aussi en même temps. Tu vois, c'est les mecs comme le coup de Rémi Garde ou ce genre de choses on n'aurait pas pensé qu'il irait en Amérique du Nord. Euh, j'ai. En fait, je sais pas trop avec DC, parce que tu as des bons joueurs quand même. On va pas se mentir, tu as Julien Gressel et Edinson Flores, mais ils ont vraiment sous-performé l'année dernière. C'était vraiment pas une bonne idée, une bonne équipe. Là, ils sont un peu renforcés. J'ai vu notamment en attaque, ce qui est pas mal. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire les playoffs? Sur le papier, je dirais pas que c'est une équipe de playoffs. Donc, à mon avis, il va pas avoir énormément de pression. Le Hernan Lozada, il va peut-être pouvoir bâtir tranquillement son truc et passer une saison de transition avant de réattaquer l'année prochaine. Mais c'est une équipe qui manque des renforts, et qui manque un peu d'identité de jeu, et qui ne faisait pas jouer ses joueurs là où il fallait. Enfin, je me souviens que Gressel, il avait tenté en 10, c'était un cauchemar, ça ne marche pas du tout. Et donc, bon, il y a quand même de l'idée et du talent à voir. Mais j'ai aussi peur, moi, de ce genre de coach parce que je me dis qu'au bout de 2 3 ans, il peut partir très vite parce qu'il est loin de sa famille ou quoi que ce soit. Enfin, il est argentin, il a fait toute sa carrière en Belgique, donc à mon avis, sa famille est pas à Washington, quoi. Euh, donc, ouais, enfin, j'espère qu'il restera. En tout cas, si ça marche, c'est cool parce qu'ils sont vraiment allés chercher loin, ce mec, hein.
aller chercher des entraîneurs en D1 de Belge, c'est assez amusant, mais parce que je crois qu'il était en D1 l'année dernière, hein, je dis, mais il a Ouais. fait monter l'équipe de D2 à D1. Ouais, non, c'est un coup assez drôle et à voir comment ça se passe sur le terrain. Ouais, on lui fait tout le meilleur. Puis si ça réussit, vraiment chapeau au DC United qui va être Ouais. allé chercher une perle, là. Elle était pas en avant du magasin, là. Ils sont allés la chercher dans le backstore. Mais Ouais. donc, c'est ça qui fait le tour pour les entraîneurs. Je pense qu'on a très hâte de voir ces nouveaux venus dès que la saison va débuter. Et on va vous tenir au courant là, s'il y en a que ça se passe super bien ou super mal. Je pense qu'on va vous en parler au podcast à travers Et, la euh, saison. et juste Euh, pour l'entraîneur d'Austin, Josh Wolf, on en avait parlé dans un ancien podcast en long et en largeur, donc on vous redirige dessus. Donc voilà, c'est celui dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Exactement, c'est le podcast qui s'intitule À quoi s'attendre de Houston. Donc, pour tout savoir sur cette nouvelle expansion qui risque elle aussi d'être très intéressante. Et c'est un club qui va, je pense, également être très patient envers leur entraîneur. Maintenant, Antoine, parlons de nos trois maillots favoris pour la prochaine saison. J'aimerais ça t'entendre en premier. C'est lesquels, toi, tes maillots favoris pour cette saison en MLS? Alors, il y en a eu beaucoup. Je t'avoue, j'ai pas forcément choisi mes favoris, mais ceux que je trouvais un petit peu classe parce qu'ils étaient originaux, quoi que ce soit. Alors, je ne les ai pas classés dans un ordre particulier. Déjà, il y a le Jimi Hendrix de Seattle. Alors, je sais pas si tu l'as vu, mais ils ont fait un maillot qui rappelle un peu les couvertures psychédéliques des albums de Jimi Hendrix. Et il est vraiment cool. Les couleurs sont marrantes, amusantes. Et en fait, ouais, il a l'air cool. Et puis, c'est marrant de rendre hommage à Jimi Hendrix. Mais en fait, c'est assez drôle parce que je pense pas que je l'achèterais parce que les couleurs sont vraiment bizarres. Et en fait, il a l'air très beau comme ça en photo, dans des montages. Mais je pense pas qu'en fait il soit parfait quand ils vont quand ils vont le mettre sur le terrain. Je suis pas sûr que ça va rendre pareil. Mais voilà, c'est juste comme ça. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est celui du Galaxy. Celui du Galaxy qui rend hommage à leur couleur de 95. Celui-là, je le trouve extrêmement réussi. C'est les bandes vertes et blanches qu'avait le Galaxy dans les premières années d'existence en MLS et c'est leur maillot extérieur de cette année. Vraiment, il est parfait, je trouve. Et le troisième que j'ai marqué, c'est aussi pas forcément le plus beau de l'année, mais j'aime beaucoup le maillot domicile d'Austin, à la franchise d'expansion. Je trouve en fait les couleurs très belles, le rouge et noir, pardon, le noir et vert, et les grandes bandes comme ça sont assez originales également. Donc voilà pour mes trois nouveaux maillots, parce qu'après il y a ceux de l'année dernière aussi, il y en avait qui étaient réussis, mais mes trois nouveaux maillots préférés. Ah oui, juste une petite note, je suis très content qu'ils aient abandonné l'idée, enfin l'Adidas de l'année dernière, parce qu'il y en avait des réussis, mais je trouvais que tous avoir le même pattern un petit peu avec les trois bandes sur l'épaule, c'était Ouais. vraiment pas cool. Donc voilà, Austin, LA Galaxy et Seattle. Oui, et ce fameux pattern avec les trois barres sur l'épaule, Austin a eu la chance de l'avoir cette saison pour le maillot extérieur, mais je trouve que ça rend quand même bien avec le blanc et les Mm. lignes vertes. Pour moi, mes trois choix, comme toi, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais j'ai choisi celui du LA Galaxy aussi. Honnêtement, le vert avec le noir, juste le côté historique, c'est parfait. Je pense que les Galaxy avaient besoin de ça et c'est juste magnifique. Après ça, moi, c'est le maillot extérieur, le deuxième maillot du Fire de Chicago avec c'est un maillot blanc et bleu rayé et on voit l'étoile de Chicago. Donc, je pense que c'est avec un logo qui avait fait beaucoup parler. On sentait que les fans sentaient que ça ne représentait pas vraiment Chicago. Et là, arriver avec ce genre de Mario avec l'étoile emblématique de Chicago, mais tout en subtilité, je trouvais que ça l'a dû. Personnellement, je ne l'achèterais pas, mais je pense que ça l'a dû plaire aux partisans. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes maillots favoris. Je pense que avant tout, les clubs doivent faire les maillots pour leurs supporters et ça, je suis sûr que les supporters vont l'adorer. Et j'aime quand même comment le dos est fait. Donc, c'est ça, un maillot à voir. Sinon, moi, c'est le maillot Earth of Los Angeles du LAFC, tout en simplicité, un blanc crème. Mais moi, j'aime dans le bas des manches, c'est écrit Los Angeles. Et je pense que c'est un maillot
qui va très bien se vendre. C'est un maillot très lifestyle avec leur nouveau sponsor Flex. Donc, vraiment, c'est un des maillots que j'aime le plus. C'est peut-être celui que j'achèterais le plus après celui du LA Galaxy. Je pense qu'il se porte très bien. Donc, j'ai hâte de voir les joueurs dans ce maillot. Mais Ouais. c'est ça, c'était ça mes trois maillots. On a fini avec un sujet un peu plus léger. Ouais, non, mais le sponsor Flex est vraiment cool pour le coup. Il est assez drôle, comme le sponsor Yeti d'Austin en grandes lettres. C'est assez marrant. Je sais pas, toi, si t'as quoi comme maillot de MLS? Enfin, je sais pas si tu en as. T'en possèdes, j'imagine, celui de Nashville. Oui, oui, exact. Également, j'ai celui, moi, souvent, vers les fins de saison, je regarde les soldes parce que sinon, il y a quand même assez des gros droits de douane au Canada. Donc, moi, j'ai eu celui du Sporting Kansas City et Orlando également. Ouais, celui Donc, d'Orlando, ils sont souvent cool, je trouve. Ouais, perso, moi j'ai celui de Seattle, Floki DMC, mais il commence à être très vieux, le flocage un peu. J'ai un maillot d'entraînement de Seattle aussi, tout noir, qui est plutôt cool. Mais sinon, je crois que c'est un peu tout en MLS. Après, c'est plus des clubs. Bah, toi aussi, tu dois en avoir de division inférieure qui font souvent des maillots très cool. Mais ouais, c'est vrai que ceux de MLS, là, cette saison, je les trouve très cool. Il y a peu de ratage complet. Il y a aussi celui de Colorado qui est sympa, vert et blanc, un petit peu avec les couleurs de la montagne. Mais oui, c'est ça, peu de ratage, je trouve, cette saison. oui, exact. Et il n'y a pas juste en MLS qu'il y a des très beaux maillots aux États-Unis. Dans les divisions inférieures, il y a Providence CTFC qui fait à chaque saison sort des maillots vraiment flamboyants. C'est vraiment beau. C'est fait par Inaria, une compagnie canadienne. Sinon, récemment, un que j'ai trouvé très beau, c'est les Maryland Bobcats, la nouvelle franchise de Nissa qui a sorti un maillot de gardien. Glitch. Donc, c'est vraiment le rouge et le bleu avec les lignes. C'est vraiment intéressant en photo. Je ne sais pas si en vrai, c'est aussi Ouais. beau. Je pense que l'effet visuel en vrai doit pas être le même, mais je trouvais qu'en photo, il était très beau. Donc, il y a vraiment, là, si vous suivez les clubs de division inférieure aux États-Unis, vous allez voir des perles. Sinon, il y a Ouais. Icarus qui avait fait notre maillot qui sert très bien les clubs des divisions inférieures américaines et c'est toujours à la fine pointe de l'originalité. Ouais, non, moi j'en ai un notamment du Auckland Roots que j'affectionne énormément parce qu'il est tout noir mais très beau et toujours dans les petits détails en fait avec des petites phrases marquées à droite à gauche qui sont très cool. Et en Issa, tu parlais de Maryland Podcast, mais aussi ceux de Detroit City sont, je trouve, magnifiques parce que la couleur aussi est très cool et le blason est bien stylé aussi. Et on peut parler aussi de New Amsterdam qui ont fait aussi des trucs pas mal. Donc, ouais, c'est clair. Le problème reste toujours les doigts de douane, que ce soit au Canada ou en Europe. Mais sinon, pour le Exactement. reste, ce sont des très beaux maillots dans les divisions inférieures aux États-Unis. Exact. Si vous allez aux États-Unis prochainement, ben là, avec la COVID, ça risque d'être un peu difficile, mais profitez-en pour prendre le Ouais, bah, maximum de maillots. envoyez-nous un message, comme ça vous pouvez nous ramener des maillots. Exact. Merci Antoine pour ta présence au podcast. Pas de souci, merci à toi pour l'animation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était super plaisant. On a parlé de toutes sortes de sujets. J'espère que ça vous a plu. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne semaine.